Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique à la Faculté des sciences de Sorbonne Université, membre senior de l'Institut universitaire de France. Jean-Gabriel Ganassia poursuit ses recherches au sein de différents laboratoires, au laboratoire d'informatique de Paris 6 d'abord, où vous dirigez plusieurs équipes, avec un intérêt particulier de collaborer avec les équipes de littérature et de la Faculté de lettres de Sorbonne Université. Jean-Gabriel Ganassia est un spécialiste d'intelligence artificielle, Fellow European Association for Artificial Intelligence, d'apprentissage machine et de fouille de données. Les recherches portent sur le versant littéraire des humanités numériques, sur la fusion symbolique de données, sur l'éthique computationnelle et sur l'éthique des technologies de l'information et de la communication. Jean-Gabriel Ganassia a publié plus de 450 articles dans des actes de conférences, des livres, des revues, ainsi que plusieurs ouvrages destinés à différents publics, président également du comité d'éthique du CNRS. Parmi les ouvrages à signaler, le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle vers une domination programmée, plus originale au moins dans le titre, ce matin, maman a été téléchargée. Merci d'accueillir avec moi Monsieur Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour, donc je vais essayer pendant 3/4 d'heure de faire une présentation qui ne va pas être tout à fait une introduction à l'intelligence artificielle, même si je vais essayer de rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle, mais qui va vous parler d'une notion un peu étrange peut-être, qui me semble être une façon d'appréhender le monde contemporain, peut-être un tout petit peu déconcertante, mais dans une semaine consacrée à l'imagination, il me semblait que c'était le moins que l'on puisse faire. Donc cette notion, c'est la notion de réontologisation à l'âge contemporain, âge du numérique, des masses de données et de l'intelligence artificielle. Alors je vais rentrer tout à fait tout de suite dans le détail. Donc on vous a dit que j'étais enseignant et de ce fait j'aime un peu structurer mes exposés avec des plans pour que les gens puissent se repérer. J'en suis désolé parce qu'on pourrait faire sans, mais je trouve que c'est plus clair, plus facile pour moi. Donc voilà ici le plan. Je vais vous parler de philosophie de l'information. Je ne sais pas si vous avez eu une introduction à ces notions-là. Je vais essayer de rappeler ce dont il s'agit. Et ça va me conduire à introduire un certain nombre de concepts, et en particulier la notion de level of abstraction, d'infosphère et de réontologisation. Puis après, j'essaierai de distinguer cette notion de ce qu'on pourrait appeler un réductionnisme numérique. Et c'est ce qui va me conduire à introduire ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale et l'intelligence artificielle, et puis l'apprentissage machine et les utilisations que l'on peut en faire aujourd'hui. Je crois que c'est important de bien dissocier ce qui est de l'ordre d'un fantasme que je vais présenter, et puis ce qui est la réalité extrêmement pragmatique que aujourd'hui nous avons sous nos yeux. Et puis je terminerai par parler de réontologisation et puis d'éthique, puisque je suis depuis un certain nombre d'années impliqué dans différents comités d'éthique, que ce soit effectivement le comité d'éthique du CNRS que je préside, qui s'occupe de l'éthique des sciences en général, mais aussi la CERNA, c'est un sigle extrêmement difficile à prononcer, ça veut dire la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche dans les sciences du numérique d'Alisten, mais heureusement, vous n'avez pas besoin de l'apprendre parce qu'elle vient de disparaître et elle se fond dans un comité pilote pour les sciences du numérique du CCNE. Peut-être en avez-vous entendu parler, c'est le Comité consultatif national d'éthique qui jusqu'à présent était comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et qui devient CCNE en général, avec 2 collèges, l'un pour le numérique et l'un pour les sciences de la vie et de la santé. Donc je suis aussi dans ce comité. Donc commençons donc tout de suite par le début. Qu'est-ce que c'est que la philosophie de l'information? Alors c'est des théories dont l'un des représentants est le personnage que vous avez ici sur le transparent, Luciano Floridi, un philosophe d'origine italienne qui travaille depuis un certain nombre d'années au Royaume-Uni, en particulier dans la vénérable université d'Oxford, et qui donc est parti de cette
approche qui n'est pas, et j'insiste là-dessus, et nous reviendrons là-dessus, un réductionnisme du monde à des flux d'informations, mais qui est une façon d'appréhender le monde à travers l'information. Alors là, il y a un certain nombre de concepts qui, je crois, sont importants, qui sont la notion de la méthode d'abstraction, c'est le fait qu'on va appréhender le réel à différents niveaux de précision, ensuite la réontologisation, et puis deux autres notions, l'infosphère et l'éthique de l'information. Alors, ce travail donc le travail de Luciano Floridi est relativement ancien, ça a 10-15 ans, mais moi j'ai été impliqué il y a 6-7 ans dans un groupe de réflexion de la communauté européenne qui avait pour objet, et ça m'a beaucoup plu, la réingénierie de concepts. Alors on va revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les notions importantes qui sont au fondement de la société sont transformées par le numérique. Et c'est effectivement, je crois, ce dont on va parler aujourd'hui, et je crois que c'est ce dont il faut avoir conscience pour appréhender le monde moderne. Alors ça va donner naissance à un projet qui avait été baptisé par Luciano Floridi, On Life, qui est la contraction de online et puis de vie. C'est la vie en ligne. Alors qu'est-ce que ça peut être? C'est de ce dont je vais parler. Alors je vais tout d'abord donc parler de cette notion de méthode d'abstraction. De quoi il s'agit? Alors qu'est-ce que c'est d'abord que l'abstraction? Ça reçoit des acceptions extrêmement différentes selon le domaine dans lequel on se trouve. Par exemple, pour un mathématicien, l'abstraction, c'est pas la même chose que pour un philosophe. Et puis, il y a des disciplines, c'est très intéressant. Par exemple, vous voyez, en physique, quelque chose qui est extrêmement abstrait, ça va être une théorie mathématique. Et pour les mathématiciens, cette même théorie mathématique est considérée comme une application sur quelque chose de vraiment extrêmement concret. Donc vous voyez, ça dépend vraiment du point de vue dans lequel on se trouve. Mais en général, il y a dans l'idée d'abstraction l'idée qu'on va généraliser, que l'on va éliminer toutes les dépendances, tous les liens avec le monde concret, avec l'intrication des objets, pour ne retenir que les fonctionnalités. Alors, en intelligence artificielle, c'est un tout petit peu différent. C'est ce qu'on appelle une abstraction constructive. On va essayer de revenir là-dessus tout à l'heure. C'est le fait qu'on va se dégager de la machine. On va essayer d'apprendre les choses d'une façon qui soit beaucoup plus autonome. On va parler de connaissance, par exemple. C'est une forme d'abstraction. Alors, ici, j'ai repris un schéma que certainement vous ne connaissez pas, à moins d'être informaticien, qui montre un tout petit peu ce qu'est l'abstraction pour des informaticiens. Ce schéma a été introduit il y a un certain nombre d'années, bientôt 40 ans, un peu moins, par des pionniers de l'intelligence artificielle, en particulier par quelqu'un qui s'appelait Alan Newell. Et il disait, quand on décrit les systèmes informatiques, on a différentes couches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez chaque réalité avec un médium, un milieu, et cette réalité, elle se construit sur une autre réalité. Alors, je vais essayer de rendre les choses un tout petit peu concrètes ici. Vous avez d'abord les atomes, vous voyez, tout en bas. Même d'ailleurs, les atomes, on peut éventuellement les composer avec des particules élémentaires. Nous allons partir des atomes. Les atomes, on connaît les atomes, et puis on connaît les lois, les interactions entre les atomes. Puis ensuite, à partir de ça, on va faire de la physique des solides. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'intéresser à des cristaux qui vont conduire de l'électricité. Alors des cristaux qu'on va doper avec des petites quantités de matériaux rares. Et donc on va avoir des lois spécifiques. Ce sont des définitions fonctionnelles et en même temps on est capable de construire ces états en physique des solides à partir des atomes. On sait comment on passe de l'un à l'autre. Donc vous avez à chaque niveau une définition fonctionnelle qui est autonome et puis une définition structurelle qui explique comment on construit la couche. Alors à partir de ces cristaux, on va construire des composants électroniques qui ont un certain nombre de propriétés. On sait effectivement comment les fabriquer et chaque composant électronique a ses propres propriétés. Puis ensuite, on va avoir des portes logiques et elles-mêmes, elles vont avoir des définitions fonctionnelles et puis des définitions structurelles, c'est-à-dire qu'on va fabriquer les portes logiques à partir des composants électroniques. Et puis on peut aller, bien sûr, de plus en plus haut. Ensuite, on va avoir une machine avec des différents composants. Et puis ensuite, on va avoir des langages de programmation
qui vont utiliser le langage machine. Chaque instruction dans le langage de programmation se décrit dans le langage machine, et en même temps, un langage de programmation, vous n'avez pas besoin de savoir quelle est la machine sur laquelle il s'implémente. Ouais, c'est ça l'abstraction, c'est que vous avez une définition constructive et une définition fonctionnelle. Et puis on va aller plus haut, au niveau symbolique, et jusqu'où est-ce que nous pouvons aller? Alors ça, bien sûr, c'est la question qu'on va se poser tout à l'heure. Alors, toujours pour ces notions d'abstraction, en informatique, cette notion est utilisée lorsqu'on veut faire de la preuve de programme. Alors, vous savez peut-être qu'un programme, c'est une expression dans un langage, et on est capable, en théorie, de prouver que le programme fait effectivement ce que l'on souhaite qu'il fasse. C'est extrêmement difficile, et comme à la main c'est très fastidieux, on utilise des machines pour faire ces preuves. Et c'est ce qu'on appelle la preuve de programme. Vous vous souvenez qu'il y a un certain nombre de prix Turing qui ont été donnés à des gens qui faisaient de la preuve de programme. C'est important si vous avez un métro, alors à condition qu'il n'y ait pas de grève, pour que le métro marche correctement, il faut, pour que les portes par exemple du métro automatique se ferment correctement, il va falloir prouver que ça ne pose aucun problème. En général, c'est très difficile à faire, ce fait qu'on ne le fait pas tout à fait, et on le fait de façon approximative. Et pour ça, on utilise une abstraction des programmes. Et là encore, c'est une approximation du fonctionnement des programmes qui sont utilisés en sciences cognitives. Donc, on peut dire, d'une certaine façon, que la notion de niveau d'abstraction, c'est une description approximative, et c'est bien sûr ce qui va nous intéresser. À partir de ça, ce qu'a introduit Luciano Floridi dans la philosophie de l'information, c'est l'idée de gradient d'abstraction. C'est l'idée que, vous savez ce que c'est qu'un gradient, c'est une différence, vous allez avoir différents niveaux d'abstraction qui vont être plus ou moins précis. Et ce qu'il pense, c'est qu'on peut aborder la réalité à différents niveaux d'abstraction. Alors, c'est un tout petit peu théorique, mais je voudrais, pour essayer de montrer les problèmes que posent ces différents niveaux d'abstraction, citer un texte de la littérature. Je ne sais pas si vous connaissez Italo Calvino. Il a écrit un très joli livre qui s'appelle Mon Palomar, ou Monsieur Palomar, pardon. Et Monsieur Palomar, il y a différentes nouvelles, et l'une de ces nouvelles, que je vous invite à lire, s'appelle Le modèle des modèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Monsieur Palomar se dit ce serait bien pratique, si on veut appréhender le réel, de construire un modèle qui est une abstraction du réel. Et bien sûr, il essaye, chaque fois qu'il a quelque chose à faire, de construire un modèle. Alors, ici, par exemple, vous êtes une école, je vais faire un peu d'économie, vous avez des modèles économiques. Ce sont des abstractions du réel. Et vous voyez, en informatique, on a des abstractions. Il dit, le problème des modèles, c'est que dans un premier temps, c'était très pratique, mais au bout d'un certain temps, ça devient une prison. C'est-à-dire qu'on a un modèle en tête, il nous a rendu des services, et on voit le monde à travers son modèle. On s'enferme dans son modèle. Alors, ensuite, ce que fait Italo Calvino, c'est de dire, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin avec ces modèles abstraits. On va essayer de les rendre le plus proche de la réalité. Et à ce moment-là, il va y avoir des modèles qui s'adaptent à tout. Et alors là, ce sont ce qu'on appelle les modèles diaphanes, qui sont tellement souples que tout peut rentrer dans le modèle. Vous voyez que ça pose des questions. Alors en intelligence artificielle, il y a un tout petit peu la même chose dans la théorie statistique de l'apprentissage. Alors, je ne rentre pas dans le détail, c'est un tout petit peu formel, mais en tout cas, il y a cette idée qu'on va partir de modèles très grossiers au départ, puis on va essayer d'avoir un classificateur qui va anticiper les choses, et puis, bien sûr, si ça ne marche pas très bien, on va rendre le modèle de plus en plus souple, de plus en plus diaphane, si je puis m'exprimer ainsi. Bien sûr, il y a une limite, parce qu'un modèle qui serait trop rigoureux, il n'appréhende pas la réalité, donc il n'est pas capable d'anticiper ce qui va se produire, mais un modèle trop souple, il anticipe tellement qu'il peut anticiper n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle en apprentissage du surapprentissage, c'est-à-dire qu'on va apprendre toutes les particularités des exemples à partir desquels on a appris. Alors, je vais maintenant introduire un troisième concept, qui est le concept d'infosphère. Alors peut-être avez-vous entendu parler de la lithosphère. La lithosphère, c'est quoi? C'est la Terre, les roches, la Terre physique, matérielle. Alors à partir de ça, on conçoit ce qu'on appelle la biosphère, les échanges du vivant qui, bien sûr, prennent corps
sur la Terre, mais qui ont une autonomie. Vous voyez, c'est un peu un niveau d'abstraction d'une certaine façon. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de la lithosphère, vous allez construire la biosphère. Mais la biosphère est bien sûr différente de la lithosphère. Hein. Elle s'ancre sur la lithosphère, mais elle est d'un ordre différent, c'est de l'ordre du vivant. Et puis on peut imaginer d'autres choses. Par exemple, on peut imaginer la logosphère. Hein. C'est la sphère du logos. Hein. Ce sont les organismes qui parlent. Alors pour l'instant, on ne connaît que les hommes, mais on pourrait imaginer d'autres organismes qui parlent, hein, avec qui on va échanger de façon rationnelle. On peut imaginer aussi la graphosphère. Alors, ce ne sont pas les êtres qui parlent, ce sont les gens qui écrivent. Hein, et là, bien sûr, c'est intéressant parce que la graphosphère, par exemple, on peut échanger avec tous les écrits du passé. Alors, il y a des gens qui n'écrivaient pas, ceux-là, on ne sait pas quoi en faire, mais en même temps, hein, les écrivains du passé, ça, on peut échanger avec eux. Et aujourd'hui, hein, donc, juste, hein, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on introduit une sphère qui est du même ordre, qui est une sphère des échanges, mais qui n'est pas des échanges langagiers, qui n'est pas simplement le vivant, qui se résume aux échanges d'informations. Alors, est-ce que c'est nouveau ? Pas tout à fait. Pas tout à fait, hein, et je crois qu'ici, hein, j'ai... attendez, ah ben, j'ai pas ça. Hein, mais je vais vous dire, c'est pas tout à fait nouveau, c'est que dans la nature, il y a déjà une sphère des échanges d'informations. Mais ce qui nous intéresse, c'est que cette infosphère se caractérise par un gradient d'information, au sens où je l'ai défini tout à l'heure, et par un médium qui est l'information. Et dedans, il y a des entités qui sont des entités qui échangent de l'information. Alors on appelle ça des organismes informationnels. Alors en anglais, ça donne info, informational organism, et en français, ça donne organisme informationnel, c'est ORIN. Alors le terme ORIN, je trouvais nettement meilleur que le terme anglais inforg, parce que si, pour ceux qui ont fait un peu de marine, vous le savez peut-être, un ORIN, c'est le cordage qui relie une bouée à l'encre de fond. Donc, l'infosphère, ce n'est pas un niveau d'abstraction, j'ai dit c'est un gradient d'abstraction, vous voyez, c'est un ensemble de niveaux qui vont appréhender de façon plus ou moins précise la réalité. Ça doit être distingué de la logosphère et de la graphosphère, parce que ce ne sont pas les mêmes lois, hein, et en particulier, vous avez des organismes qui sont des organismes informationnels qui n'écrivent pas, hein, par exemple, hein, nos petits dispositifs comme les téléphones portables, hein, on peut dire que ce sont des organismes informationnel, hein, et ça doit être distingué aussi de quelque chose, je vous ai montré tout à l'heure, cet empilement de niveaux qui correspondait à la strate d'abstraction de l'intelligence artificielle, et il y a un niveau ultime de ça, qui a été défini par Alan Newell, qui est ce qu'on appelle the knowledge level. C'est quoi le knowledge level ? C'est le fait que si vous avez un système informatique, vous allez l'appréhender de l'extérieur comme possédant des connaissances. Vous allez lui attribuer un certain savoir, et donc c'est une entité, c'est un agent, mais ce n'est pas une entité informationnelle, c'est un agent, par exemple, ce qui se passe quand vous avez Alexa, vous allez lui attribuer des connaissances, vous avez échangé avec Alexa. Et puis, dernière chose, il faut le distinguer d'une notion qui ressemble, à certains égards, qui a été introduite par Teilhard de Chardin, peut-être ce nom vous dit quelque chose, qui est la notion de noosphère, qui serait au-dessus de la sphère d'échange d'informations. Alors c'est plutôt, dans le cas de Teilhard de Chardin, quelque chose de spirituel, tandis que dans le cas de l'infosphère, c'est une notion totalement rationnelle. Alors maintenant, nous allons venir à la réontologisation. L'infosphère prend une part de plus en plus importante dans les échanges qui sont les nôtres aujourd'hui. Ça, je crois que ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Hein. Vous savez que nous n'arrêtons pas. Il y a un très bon livre, d'ailleurs, qui a été écrit par un Américain, Bernard Harcourt, qui vient d'être traduit en français. Hein. En anglais, c'était « Exposed ». En français, je ne me souviens plus le titre, mais il va sortir dans les jours qui viennent. Et il montre qu'effectivement, nous échangeons de l'information, nous sommes exposés, nous donnons de l'information en permanence. Alors cette infosphère, comme je l'ai dit, n'est pas nouvelle. Pourquoi j'ai donné une photo de forêt ? C'est parce qu'on sait que les plantes s'échangent de l'information et que, par exemple, elles sont capables de signifier que les girafes approchantes, elles vont avoir des signaux chimiques qui vont faire que les autres arbres vont générer une substance toxique pour les girafes afin de ne pas être mangés par les girafes. Donc vous voyez, il y a des échanges d'informations dans la nature, il y en a bien sûr avec d'autres animaux, etc. Mais
aujourd'hui, ces échanges d'informations sont de plus en plus importants. Alors cette notion de, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'infosphère, ça n'est pas un réductionnisme à des flux d'informations. Pour voir ce que on reviendra là-dessus, hein, mais des philosophes comme Leibniz, par exemple, expliquaient que tout se faisait par calcul. Dans le cas de l'infosphère, ça ne veut pas dire que tout se fait par calcul, ça veut dire que l'infosphère permet d'appréhender toute la réalité, ce qui est différent. Hein, je cite d'autres philosophes qui ont travaillé sur, ou des mathématiciens qui pensent qu'il y a un réductionnisme à des flux d'informations, comme Chaitin ou Hütter. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'avec ces flux d'informations, nous avons affaire à ce qu'on appelle une réingénierie des objets quotidiens, et puis une reconceptualisation des relations sociales. Et ces deux derniers points vont bien sûr être le cœur de cet exposé, puisque je vais exposer cette notion de réingénierie et de réontologisation. Mais avant de faire cela, je vais parler de ce qu'on appelle le réductionnisme numérique. La question, bien sûr, c'est est-ce que tout ce qui existe sur Terre comme au ciel peut se réduire à des nombres et à des calculs sur les nombres. C'était l'hypothèse qu'a faite Leibniz. C'est l'hypothèse que font ce qu'on appelle les cognitivistes orthodoxes, qui nous disent toute la pensée, c'est quelque chose qui est capable d'être simulé avec des systèmes de traitement d'information. Je dois dire que ça doit se distinguer des sciences cognitives. Les sciences cognitives, ce sont des disciplines qui appréhendent la réalité avec, qui appréhendent plus exactement les fonctions cognitives, les fonctions mentales, qui appréhendent l'esprit avec des systèmes de traitement de l'information. Ça a permis de faire beaucoup de progrès. Mais il y a des orientations philosophiques qui, elles, sont beaucoup plus précises parce qu'elles n'ont pas seulement l'idée qu'on va modéliser notre esprit avec des systèmes de traitement de l'information, mais qu'on va réduire notre esprit à des systèmes de traitement de l'information. Et ça, bien sûr, c'est ce qui est tout à fait problématique. Hop, attention, parce que désolé. Alors, autre chose, Gregory Chaitin, avec sa théorie algorithmique de l'apprentissage, lui aussi pense qu'on peut réduire toutes les techniques d'apprentissage à de la contraction d'informations. Et puis, il y a une branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'intelligence artificielle générale, qui repose sur le même principe. Alors, pour vous donner une petite idée, je voudrais qu'on se reporte, peut-être vous vous en souvenez, ce qu'est le rasoir d'Occam. Vous savez ce que c'est? C'est l'idée qu'on doit pouvoir appréhender les choses de la façon la plus simple possible. C'est-à-dire que la meilleure théorie, c'est celle qui élimine toutes les hypothèses compliquées qui sont des hypothèses supplémentaires. Alors, Guillaume d'Occam était un religieux qui vivait au XIVe siècle, et lui-même pensait que l'hypothèse la plus simple, c'était un dieu, parce que toutes les autres hypothèses, pour essayer d'expliquer la nature, étaient beaucoup trop compliquées. Mais on peut bien sûr utiliser ça de façon différente, et ça a été utilisé par un certain nombre de théoriciens se sont dit, si on veut apprendre, il faut essayer avec une machine de trouver l'hypothèse la plus simple qui va résumer les exemples, qui va couvrir tous les exemples. C'est une façon de voir. Alors, l'une des façons de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la complexité de Kolmogorov. C'est une théorie mathématique qui dit on va essayer de trouver l'hypothèse qui va être la plus réductrice. Alors, qu'est-ce que c'est que la complexité de Kolmogorov? C'est le programme, c'est la taille du programme d'une machine de Turing qui va essayer de générer tous les exemples. Alors, bien sûr, c'est extrêmement difficile à calculer, mais ce sont des notions théoriques qui ont été introduites. Alors, on est bien loin de tout ça avec l'intelligence artificielle. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. Ça n'est pas l'intelligence artificielle générale, qui justement va s'intéresser à la complexité de Kolmogorov ou à d'autres choses. L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Alors, pour essayer de comprendre ça, j'ai pris ici une plaque commémorative qui a été apposée sur un bâtiment dans une université américaine qui est une toute petite université mais très prestigieuse, Dartmouth College, qui est membre de la Ivy League sur la côte est, donc une très très vieille université. Et là, en 1956, 4 personnes ont décidé d'organiser une école pour étudier ce que serait l'intelligence artificielle. Et ils ont défini à ce moment-là l'intelligence artificielle. En réalité, ils ont écrit le projet 1 an plus tôt pour demander des fonds à la Fondation Rockefeller. Alors, ces 4 personnes, vous voyez ici, il y a leur nom. Vous avez
John McCarthy et Marvin Minsky, qui étaient deux jeunes personnes, deux jeunes chercheurs qui avaient 28 ans. Et puis il y avait deux personnes un peu plus expérimentées, mais qui n'étaient pas non plus très âgées. Il y avait Nathaniel Rochester, qui était le directeur scientifique de la société IBM. Et puis le dernier, c'est Claude Shannon. Alors pour ceux qui ont une petite formation en informatique, ou même en électronique, c'est quelqu'un d'extrêmement important, puisque c'est le père de la théorie de l'information. On reviendra peut-être un tout petit peu là-dessus plus tard. Mais ce qui importe ici, c'est la définition qu'il donne à l'intelligence artificielle. Il dit que c'est une discipline scientifique qui a pour objet de décomposer l'intelligence en facultés cognitives élémentaires et qui vise à mieux comprendre l'intelligence en simulant chacune de ces facultés cognitives. Et vous voyez, ça, si vous regardez la phrase qui est là, on dit que l'intelligence artificielle se fonde sur une conjecture. C'est qu'une conjecture en mathématiques, c'est une propriété qui a toujours été vérifiée mais qui n'a pas été démontrée. Donc on se fonde sur une conjecture selon laquelle tous les aspects de l'intelligence peuvent en principe être simulés par une machine. Alors, ça définit un horizon de tâches, nous ne sommes pas certains que ce soit vrai, mais ça a conduit à faire des progrès considérables dans ces 64 dernières années. Donc ça, c'est la première définition de l'intelligence artificielle. Puis on a une autre, ici, que je vais donner, qui dérive d'ailleurs de la première, qui est plus pratique. La définition, donc, c'est l'étude des agents. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agent? C'est une entité qui va percevoir de l'information et qui ensuite va agir. Agent, ça vient de agir. Donc, une entité qui perçoit de l'information de l'environnement et puis qui, en retour, va exécuter un certain nombre d'actions, éventuellement, pour satisfaire un certain nombre de buts. Et les gens qui ont donné cette définition, c'est Russell et Norwig. Ce sont deux scientifiques qui ont écrit un ouvrage qui est tout à fait classique en intelligence artificielle. Et en ce sens-là, l'intelligence artificielle, c'est la programmation d'agents autonomes, comme par exemple les voitures autonomes ou d'autres choses de ce type-là. Alors dans les 60-65 dernières années, vous avez eu beaucoup de réalisations qui sont le résultat de ces travaux en intelligence artificielle. C'est le cas du web, par exemple, parce que le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications et d'un modèle de mémoire, et que la mémoire, c'est une fonction cognitive, un modèle de mémoire qui est programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. Et puis bon, j'ai parlé des voitures autonomes. Les voitures autonomes, ce sont des robots, donc c'est de l'intelligence artificielle, les jeux, les véhicules autonomes, la biométrie, etc. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Alors ces dernières années, il y a eu une technique qui a eu un essor considérable, et je vais essayer de la présenter très rapidement, c'est l'apprentissage machine avec les réseaux de neurones. Alors je vais présenter juste pour que vous compreniez l'histoire de cette technique qui est intéressante parce qu'elle vient avant l'intelligence artificielle. Les premiers réseaux de neurones ont été conçus en 1943. C'est une modélisation du cerveau qui a été faite par un jeune mathématicien, Walter Pitts, qui avait 20 ans, et un neurobiologiste. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Avec des relais téléphoniques, puisque 1943, il n'y avait pas d'ordinateur électronique, des relais téléphoniques, il voulait modéliser ce qu'on savait de la structure du cerveau, et en particulier ce qui se passait avec les neurones. Et puis, bien sûr, ensuite, quelques années après, les gens ont essayé de faire en sorte qu'on puisse apprendre, c'est-à-dire qu'on puisse donner des exemples et configurer automatiquement ces réseaux de neurones. Et ça, c'est une opération extrêmement difficile. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a essayé en 1958. Les résultats n'ont pas été extrêmement probants. On a même montré d'ailleurs qu'il y avait des limitations intrinsèques. Ensuite, on est arrivé à avoir de meilleurs résultats en 1986. Donc, vous voyez que ça met quand même de très nombreuses années. Et là, on pouvait apprendre sur des réseaux neuraux à 3 couches, dont on a démontré dès 1943 qu'ils étaient universels. C'est-à-dire qu'on pouvait programmer n'importe quelle fonction booléenne et plus généralement n'importe quelle fonction continue sur ces réseaux. Et donc à partir de ça, on a des choses extrêmement puissantes. Le problème, c'est qu'en 1986, les ordinateurs étaient très très lents. Et donc on est passé à d'autres techniques d'apprentissage et on a arrêté, à partir du milieu des années 90, d'utiliser des réseaux de neurones formels. Tout le monde a arrêté, sauf un Breton. Vous savez qu'en France, les Bretons ont la réputation d'avoir la tête dure. Il y a certainement des Bretons ici, et ce qui est une qualité quand on est un chercheur. Et donc, ce chercheur, Yann Lequin, a continué à faire des réseaux de neurones formels, mais il ne les a pas fait à 3 couches, il les a fait à 15 couches. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond, vous voyez, avec des couches qui sont des couches
où on apprend des couches qui sont simplement des fonctions logiques, ce qu'on appelle les convolutions, et ça a donné des résultats tout à fait extraordinaires. Qu'on a, au début, tout le monde se moquait de Yann Lequin, et puis il y avait des concours. Et en particulier, il fallait faire de la reconnaissance d'images. Et ce qui s'est produit, c'est que le concours était très difficile, les gens avaient des taux d'erreur qui étaient de l'ordre de 20%. Et il est arrivé, il a essayé avec son système, et lui obtenait 10% de taux d'erreur. Des gens pensaient que peut-être ils trichaient, donc l'année d'après, il y a 3-4 équipes qui ont réutilisé les mêmes techniques et ils obtenaient aussi une réduction considérable du taux d'erreur. Et 2 ans après, il n'y avait plus que de l'apprentissage profond. Donc profond, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de couches, mais ça n'a rien sorti. Et aujourd'hui, effectivement, c'est l'une des techniques qu'on utilise en intelligence artificielle, mais j'insiste sur le fait que l'intelligence artificielle est une discipline beaucoup plus large, qui utilise beaucoup plus de techniques, et il n'y a pas simplement ça. Alors, un exemple ici, les médecins ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire du diagnostic de mélanome. Donc on se donne des photographies de grains de beauté, et puis il y a des médecins qui vont étiqueter, j'insiste là-dessus, c'est un apprentissage qu'on appelle supervisé, en ce sens que il contracte de la connaissance existante, il n'invente pas de connaissance en tant que telle, mais bien sûr, ce faisant, il est capable de condenser des connaissances qui sont extrêmement importantes. Il apprend sur 129 000 images et il obtient des performances qui sont meilleures que celles de 21 médecins. Alors à partir de ça, donc, on fait des systèmes prédictifs. On est capable de donner des exemples avec leurs conclusions et puis d'essayer de regarder ce qui va se passer dans le futur. Alors d'une certaine façon, ces systèmes prédictifs se rapprochent de la divination, au sens où Cicéron l'entendait plutôt. Cicéron distinguait 2 types de divination. Il distinguait une divination qui était celle de prophètes, de personnes inspirées, comme la Pythie par exemple, et puis il disait il y a une divination scientifique qui est faite par l'observation des exemples du passé. Eh bien, nous faisons de la prédiction que Cicéron qualifiait de scientifique, mais bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est absolument certain. Alors c'est ce qu'on fait, sauf qu'on le fait de façon automatique, et surtout on le fait sur des quantités d'exemples qui sont beaucoup plus considérables que celles que n'importe quel homme a pu observer dans le passé. C'est ce qu'on appelle les masses de données. Et à partir de ça, on va faire de la prédiction. On peut prédire le risque, prédire les gains, prédire, et j'imagine dans une école de commerce comme la vôtre, c'est quelque chose d'important, le comportement des clients, etc. Et vous imaginez bien sûr les enjeux qui sont derrière. Et puis à partir de ça, essayer de profiler les utilisateurs pour savoir quel est leur désir et pour adapter les publicités à cela. C'est vraiment essentiel parce que toute l'économie du web s'est construite à partir de ça. On va revenir là-dessus tout de suite. Et puis on peut même plus loin aller sur un établissement dynamique des prix. Donc vous imaginez tous les aspects concrets qui sont liés au développement de l'intelligence artificielle. Alors pour résumer ça, j'ai une formule que j'aime bien. On passe de la femme sans tête à la femme sans tête. Alors, je vais peut-être essayer d'expliquer les choses. La femme sans tête, c'est au début du Bonheur des Dames, peut-être vous en souvenez-vous, il y a un mannequin dans lequel la tête est remplacée par un prix. C'est le début du prêt-à-porter, et bien sûr c'est un modèle pour tous. C'est donc une forme d'économie avec l'idée qu'il va y avoir quelques modèles avec quelques mensurations et qu'on va vendre très largement. Et puis la femme sans tête, c'est un collage de Max Ernst, sans C-E-N-T, un collage de Max Ernst qui est très amusant, mais ça évoque aussi ce qu'on fait avec le profilage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir énormément de modèles et on va essayer d'adapter la proposition à la personne. Et bien sûr, c'est exactement ce qui se produit dans l'économie contemporaine, ou par exemple dans le domaine culturel, on va avoir énormément une offre pléthorique, mais bien sûr, il faut susciter le désir, et donc pour ça, il faut savoir à qui on s'adresse. C'est vraiment essentiel. Alors pour ceux qui se souviennent, mais la plupart d'entre vous êtes trop jeunes, mais au tout début du web, vous aviez... parce que ce qui est étonnant avec le web, c'est le fait que les choses sont gratuites. Et au tout début du web, les premiers moteurs de recherche se sont dit, pour essayer de gagner de l'argent, on va faire de la publicité.
Et bien sûr, à ce moment-là, ils se sont dit, on va essayer de vendre le plus de publicité possible. Et il y avait des moteurs de recherche avec des espèces de bazars, des publicités criardes. Bien sûr, on ne voyait rien. Et le génie de quelques nouveaux opérateurs à la fin du XXe siècle, entre autres Google, c'est de se dire, on va faire de la publicité, mais qui va être discrète. On ne va pas la voir. Et effectivement, les premières fois, quand on voyait Google, il n'y avait aucune publicité, vous aviez juste la bande pour déposer la requête, et puis après, la publicité, elle était sur le côté. On ne voyait pas. Mais bien sûr, on était attiré par la publicité. Alors pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Ils faisaient ça parce qu'ils faisaient des publicités qui s'adaptaient à chacun, et qui, du fait qu'elles étaient adaptées à chacun, avaient un taux de retour beaucoup plus fort. Et donc, ils pouvaient la vendre beaucoup, beaucoup plus cher. Et pour être sûr que ça s'adapte aux gens, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait utiliser de l'apprentissage machine. C'est pour ça que, effectivement, l'intelligence artificielle joue un rôle central dans l'économie contemporaine. Alors maintenant, je vais venir sur ce qui fait le centre de mon exposé, c'est la notion de réingénierie et de réontologisation. Avec l'intelligence artificielle, je crois, et avec le numérique en général, la condition humaine est en train de changer. Pour ça, j'adore ce tableau de Magritte, que vous connaissez peut-être, qui s'appelait « La condition humaine ». Avec, vous voyez, un tableau qui dépeint un autre tableau dans un tableau. C'est un peu ce qui se produit aujourd'hui avec le numérique. C'est-à-dire que vous avez un double du monde qui est troublant parce qu'il va reprendre le monde. Et bien sûr, en doublant le monde, il va transformer le monde. Alors je vais essayer de m'expliquer de façon beaucoup plus concrète. Première chose, j'ai dit les objets quotidiens sont transformés. On a parlé de la réingénierie de concepts, mais d'abord une réingénierie des objets quotidiens. Par exemple, une montre. Ici, j'ai une montre. Alors, celle-là, encore, elle a l'air numérique, mais il y a des montres avec des aiguilles. De loin, vous avez l'impression que c'est une montre classique. Sauf que c'est plus du tout une montre classique, c'est une montre connectée. Et puis, elle fait plein d'autres choses. C'est-à-dire que vous pouvez passer un coup de fil sur votre montre, vous pouvez recevoir vos textos sur votre montre, vous pouvez avoir une minuterie sur votre montre. C'est la même chose qu'une montre. Ça a une petite fonction équivalente à celle de la montre, mais c'est plus tout à fait une montre. Il y a même des objets pires que ça. Ça, on appelle ça un téléphone, et ça sert accessoirement à téléphoner, mais la plupart du temps, on l'utilise pour beaucoup d'autres choses que téléphoner. C'est une réingénierie, mais bon, ça, on peut dire que c'est relativement récent, le smartphone. Tandis que la montre, c'est un objet ancien. Autre chose, les lunettes. Donc, on a des lunettes, ici. Bon, là, c'est des lunettes anciennes. Mais dans le futur, vous allez avoir très bientôt des lunettes avec un écran intégré. Et à l'intérieur de cet écran, vous pouvez superposer à votre champ de vision des éléments d'information supplémentaires, ce qui peut être très commode. Par exemple, si vous êtes dans une réunion, vous pouvez avoir la reconnaissance faciale et on peut vous donner le nom de vos interlocuteurs, ce qui peut être très, très agréable si vous n'êtes pas très physionomique, et aussi même si vous ne connaissez pas du tout les gens. Puis vous pouvez avoir même d'autres éléments d'information, on peut vous donner exactement leur salaire, leur position dans l'entreprise, etc. Ça, c'est la réingénierie des objets. Les bracelets, bien sûr, qui prennent votre tension, votre pouls. Un vélo, les vélos en libre accès, ça ressemble à des vélos. De l'extérieur, ce sont des vélos. Mais il y a plein d'autres choses qui font qu'ils peuvent être en libre accès. Parce que s'il n'y avait pas des puces sur les vélos, s'il n'y avait pas le fait qu'on puisse les repérer à distance, nous ne pourrions pas avoir installé les vélos à libre accès ou les trottinettes en libre accès. Les chaussures, avec des capteurs, là encore, ce sont des chaussures, mais il y a quelque chose d'autre. C'est le même objet, mais un objet qui va être transformé par le numérique, qui va avoir des fonctionnalités nouvelles. Une voiture, aujourd'hui, pendant longtemps, les spécialistes des voitures, c'était plutôt des thermodynamiciens. C'était des gens qui connaissaient les moteurs. Éventuellement, il y avait quelques designers. Mais aujourd'hui, une voiture, on dit souvent que c'est un ordinateur sur 4 roues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les moteurs sont à peu près tous les mêmes, que une voiture, c'est déjà différent de... Moi, quand j'étais enfant, je n'ai jamais été très intéressé par la mécanique, mais il y avait des gens qui rentraient dans le moteur, on enlevait la bougie, on enlevait un élément qui s'appelait le Delco.
Alors, vous ne savez pas ce que c'est, moi je ne sais pas très bien, mais c'était quelque chose qui disait. Aujourd'hui, il est impensable de rentrer dans le moteur. En revanche, ce qui va distinguer les machines, ce sont toutes les fonctionnalités numériques qui vont être au-dessus de ces moteurs. Donc, effectivement, c'est une réingénierie de la voiture. De l'extérieur, ça a l'air d'être la même chose, mais la réalité est totalement différente. Et puis, on pourrait prendre, bien sûr, beaucoup d'objets, une maison par exemple, etc. Mais là, j'ai pris un objet qui est emblématique d'un corps de métier, le stéthoscope. Vous savez que dans l'imagerie populaire, le médecin a autour du cou cet élément. Un stéthoscope, ça ressemble tout à fait à un stéthoscope classique, sauf que vous allez avoir ici un tout petit écran à cristaux liquides. Ça veut dire que vous avez un ordinateur à l'intérieur et qu'on va être capable de capter toutes les informations et de faire un diagnostic automatique. Donc ça, c'est la transformation des objets qui sont la même chose, mais qui sont différents. Alors maintenant, on va parler d'une autre transformation, mais qui est beaucoup plus profonde, qui est la transformation des sociétés. Et ce qu'on va transformer, ce n'est pas seulement les objets, ce sont les relations entre les hommes. Alors, je vais vous donner un premier exemple, l'amitié. L'amitié, c'est une notion ancienne, depuis l'Antiquité, on sait ce que c'est. Aristote, par exemple, disait que l'éthique était liée, entre autres, à l'amitié. Ça veut dire qu'on était amis avec tous les hommes, mais ça veut dire que l'amitié, qui est une relation privilégiée avec certaines personnes, était au fondement de cette solidarité qui pouvait exister dans la société. Et bien aujourd'hui, vous avez la même chose, une relation d'amitié particulière qui fait que vous allez cliquer pour être amis sur Facebook. Est-ce que c'est la même chose? Un peu, mais pas tout à fait. Vous voyez? Eh bien, ça c'est central, parce que ça veut dire que la société va être changée. Et l'amitié en retour est un peu changée, parce que comme vous avez des nouvelles de vos amis sur Facebook, vous n'allez pas les appeler, vous savez qu'ils vont bien. Parce qu'avant, on s'écrivait quand on était amis. Alors voilà des petits. Alors une deuxième notion, la réputation. La réputation, on sait ce que c'est, vous connaissez certainement la chanson de Georges Brassens, la mauvaise réputation. Et bien aujourd'hui, on est capable de calculer automatiquement la réputation avec un score de réputation. Est-ce que c'est la même chose? Pas tout à fait. Et les Chinois, par exemple, ont anticipé ce genre de choses avec des techniques de reconnaissance faciale. Lorsque vous traversez la rue et que vous n'êtes pas au feu vert, enfin au rouge, enfin vous traversez au mauvais moment, on vous repère, et puis il y a une grande photo et on vous dit attention, vous n'avez pas fait bien, puis on vous enlève un petit point sur votre score de réputation. Bon, un point, c'est pas grave, mais ça peut avoir un effet assez conséquent. Ou lorsque vous jetez un papier par terre, mais en revanche, vous pouvez gagner des points si vous sauvez une vieille dame ou si vous accompagnez un aveugle. Alors ça ressemble d'ailleurs à une notion extrêmement ancienne qui a été introduite par Napoléon dans le mémorial à Sainte-Hélène. Lascaz disent que Napoléon voulait créer des espions de vertu qui parcouraient l'Empire et qui repéraient les gens qui se comportaient bien. Et bien aujourd'hui, ça, on va pouvoir le faire automatiquement. Il y a de quoi se réjouir, bien sûr. S'inquiéter un tout petit peu, peut-être aussi. Mais ça, c'est une autre question. Et puis, la confiance. La confiance, dans les villages, pendant longtemps, c'était, on topait sur les marchés pour signifier que le contrat était conclu. Aujourd'hui, c'est avec la blockchain. Est-ce que c'est la même chose? Pas tout à fait. Ou la monnaie. Les théoriciens de la monnaie disent que, par exemple, Michel Aglietta, c'est un condensé de confiance. Alors, est-ce que c'est la même chose, le Bitcoin ou le Libra, que les monnaies classiques? C'est une question. Voilà, le vote, est-ce que c'est la même chose lorsque c'est numérique? Ou la célébrité, est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Le nombre de vues et de likes sur Facebook. Voilà. Alors tout ça, ça vous montre que les choses se transforment. Alors j'ai pris deux points qui me semblent intéressants. C'est le travail. On dit que le travail se transforme. Et donc effectivement, alors pour essayer d'appréhender cette notion de travail, je me réfère à un livre que vous connaissez certainement, La condition humaine, enfin plus exactement la traduction française, ça c'est The Human Condition en anglais, la traduction française c'est La condition de l'homme moderne, parce que ça, on risquait de confondre avec un roman de Malraux. Donc elle dit, dans la condition numérique, on pourrait dire qu'il y a une transformation, mais en tout cas, Hannah Arendt dit dans la vie active, elle oppose la vie active et la vie spéculative, il y a 3 types de vie active. Il y a ce qu'elle appelle le labeur, c'est-à-dire l'exercice qui permet de subvenir à la nécessité, aux besoins. Ensuite, le travail, au sens work en anglais, qui est la réalisation de l'homme dans le monde des objets, et ensuite l'action. Alors justement, est-ce que dans le monde numérique, qu'est-ce qui subsiste? Est-ce que le travail
reste telle qu'elle. Ben non, parce que beaucoup de tâches sont automatisées. Alors, est-ce que ça veut dire que le travail disparaît totalement? Pas tout à fait, mais ça veut dire que certaines activités disparaissent, mais il y a d'autres activités qui restent. Donc les activités physiques disparaissent. Est-ce qu'il faut se plaindre de ça? Moi, je n'en suis pas certain. Hein. Beaucoup de gens craignent qu'il n'y ait plus de travail. Je pense que c'était des activités très pénibles. Mais en revanche, il y a des activités de service qui demeurent. Hein. Par exemple, hein, les coiffeurs. Bon, moi, j'en ai plus vraiment besoin, mais c'est vrai que à l'époque où j'avais des cheveux, hein, je préférais aller chez le coiffeur que me faire coiffer par une machine. Hein. De même une hôtesse. Hein. Tout ça, ça vous montre bien cette transformation du monde. Donc ça, c'est l'évolution de ce qu'on appelle hein, ce premier type d'activité qui est le labeur, dont effectivement beaucoup de métiers vont être transformés. Puis deuxièmement, c'est l'œuvre, au sens de l'ouvrier, c'est-à-dire la réalisation de l'homme dans le monde des objets, et ça se transforme, mais ça ne disparaît pas. Et je pense que c'est même le contraire, c'est-à-dire que je crois qu'avec le numérique, il y a effectivement beaucoup de nouveaux métiers qui existent et qui sont des métiers dans lesquels les hommes peuvent se réaliser, hein, avec quelque chose, disons, on ne peut plus dire que les tâches sont segmentées, hein, mais elles sont transformées. Et puis il y a certaines activités qui changent. Et puis la dernière chose, c'est l'action au sens de l'action politique. Et là encore, hein, c'est avec le numérique quelque chose qui est bien présent. On ne peut pas dire que ça disparaît. Donc les gens qui nous disent qu'il n'y a plus de travail, ça dépend ce qu'on entend par travail. Il y a des tâches qui disparaissent, il y a des métiers qui se transforment, mais on ne peut pas dire du tout qu'il n'y ait plus de travail. Mais c'est un changement de la notion de travail. Hein, je crois que ça, c'était extrêmement important et il faut le comprendre. Et puis dernier point, hein, je voulais aborder, c'est la souveraineté. Alors là, je n'ai pas beaucoup de temps d'en parler, mais je crois que c'est essentiel hein, pour bien comprendre le monde qui vient. C'est que aujourd'hui, ce qui faisait l'essentiel de la souveraineté. Alors qu'est-ce que c'était que la souveraineté, hein? Le concept de souveraineté a été introduit par les philosophes des Lumières. Elle avait été introduit un tout petit peu avant par des gens comme Baudin. C'est l'idée que vous avez, hein, au départ, hein, c'est le roi qui est souverain, c'est ce qui est le plus haut. Puis ensuite, on a introduit un souverain virtuel, hein, qui est la République, hein, avec l'idée qu'il y a un certain nombre de fonctions qui sont associées à cet exercice de la souveraineté. Et c'est ce qui a permis de construire le monde politique tel qu'il est depuis à peu près le XVIIIe siècle, avec cette idée que l'État est souverain. Ce qui se produit aujourd'hui, je crois, c'est que cette souveraineté se transforme. Pourquoi ? Parce que, au-delà des États, vous avez de nouveaux acteurs qui ont une puissance qui peut être plus importante. Et c'est en particulier le cas des GAFAM, hein, c'est-à-dire ces grandes entreprises comme Google, Facebook, Apple, hein, ou Microsoft, mais ça peut être aussi hein, des ONG, ça peut être des mafias, ça peut être hein, des organisations terroristes, etc., qui vont, avec le numérique, faire intrusion à l'intérieur de notre monde. Alors, ce qui est très intéressant, et là, bien sûr, ça demanderait certainement un développement beaucoup plus long, c'est que les attributs majeurs de la souveraineté, hein, on en connaissait un certain nombre. Il y avait la défense, il y avait la sécurité intérieure, il y avait les finances, avec le fait de collecter l'impôt, il y avait la justice, hein, il y avait la diplomatie, hein, et je ne vais pas toutes les énumérer. Ce qui est intéressant, c'est que ces attributs-là, eh ben aujourd'hui, un certain nombre de grands acteurs de l'Internet, avec le numérique, essayent de les assumer à la place des États et proposent aux États de les assumer à leur place. Alors, je vais prendre les derniers, la justice, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des tentatives pour faire de la justice prédictive avec des techniques d'intelligence artificielle pour établir la peine en fonction de la probabilité de récidive. Hein, de même sur les finances, hein, à la fois, on propose des nouvelles monnaies. Vous savez que c'était hein, un des privilèges des États, hein, un des attributs de la souveraineté, battre monnaie. Hein, et aujourd'hui, il y a tout d'un coup des monnaies qui existent et les États ont dû se rendre à l'évidence. Hein, le Bitcoin existe, hein, malgré tout, même si c'est un peu orthogonal à cette tradition-là. Hein. Vous avez aussi des gens qui veulent établir la loi avec le réseau, ce qu'on appelle le crowd law. Hein, c'est le crowdsourcing, hein, c'est-à-dire hein,
contribution de chacun pour établir la loi. Donc là, bien sûr, on est totalement orthogonal à ce qu'étaient les organisations, la représentation démocratique. Normalement, c'est le Parlement qui fait la loi. Et puis, on va continuer sur la finance. Donc, j'ai dit, il y a de nouvelles monnaies, mais il y a aussi des grands acteurs qui pourraient contribuer à collecter l'impôt. C'est comme, par exemple, vous savez que je crois que Google est capable de localiser les piscines, et c'est utilisé en France pour faire payer la taxe à un certain nombre de... les communes font payer la taxe. Vous voyez, donc on utilise les services de ces grands acteurs pour assumer un certain nombre de prérogatives. Puis on peut aller plus loin, donc la sécurité intérieure avec la reconnaissance faciale, avec par exemple, vous savez qu'aux États-Unis, quand vous allez aux États-Unis, vous remplissez un formulaire qui est le formulaire ESTA, et depuis quelque temps, vous devez indiquer les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes actif. C'est-à-dire qu'on fait plus confiance aux réseaux sociaux qu'à votre passeport. Et vous devez donner non seulement les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes actif, vous devez donner votre pseudonyme. Je crois qu'on ne demande pas encore le mot de passe, mais peut-être que ça va venir. Et puis, dernier point sur la défense. Alors moi, pendant longtemps, je ne pensais pas à la défense, parce que pour moi, j'imaginais mal des chars Google. Jusqu'à ce que j'échange avec quelqu'un de Nancy, parce qu'on a fait un rapport sur la souveraineté, et il m'a dit, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour le dire autrement, j'avais une vision naïve de la défense, qui était terre, air, mer, les trois armes classiques. Mais j'avais oublié qu'aujourd'hui, la défense, c'est terre, air, mer et terre. C'est-à-dire c'est aussi le cyberespace. Et sur le cyberespace, vous avez maintenant des acteurs qui, eux-mêmes, veulent s'armer, non seulement pour prendre des mesures défensives, mais aussi des mesures de rétorsion contre d'autres acteurs. Donc vous voyez, tout ça, c'est la transformation du monde. Alors je vais terminer sur les questions d'éthique. Alors d'où vient le terme éthique, Je ne vais pas rentrer dans le détail, là en plus j'ai l'impression que je prends un peu trop de temps, mais bon. D'où vient le terme éthique? Ça vient de mœurs. C'est l'évolution des usages, des habitudes dans la société. La société se transformant, ses usages se transforment énormément. Et il y a aussi une autre étymologie qui est intéressante, c'est qu'en grec, non seulement sont les usages, mais en plus de ça, le terme lui-même vient de étable. Et pourquoi? Parce que c'est le lieu où les bêtes rentrent chaque soir. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement les fondements initiaux de l'éthique étaient plutôt la tradition. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir des traditions? Ben non, le monde numérique, il n'y a pas de tradition. Et non seulement il n'y a pas de tradition entre générations, mais même à l'intérieur d'une génération, on ne sait pas exactement quel va être le monde dans les années à venir. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent, qui sont liées au numérique, des questions sur la donnée, sa propriété privée, la protection de l'intimité, les questions d'accessibilité, et puis bon, tout un tas d'autres questions, comme les questions d'armes autonomes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais face à ça, il y a un certain nombre de chartes qui existent depuis un certain temps. Et là, par exemple, c'est l'Université de Montréal qui a fait une charte sur les questions éthiques. Et là, c'est le groupe dit de haut niveau de la Commission européenne, le groupe High Level Group on Artificial Intelligence, qui a écrit un guide pour une intelligence artificielle fiable. Et on peut dire que c'est fondé sur des choses qu'on appelle les droits fondamentaux. Et ces droits fondamentaux, ça ressemble un peu à ce que Nietzsche appelle les idoles. C'est-à-dire qu'on dit que ce sont des choses qui sont centrales, sans les questionner elles-mêmes. Et une des choses qui est très intéressante, c'est qu'on nous dit dans le rapport européen qu'on va adopter une approche centrée sur l'homme. Et là, c'est très intéressant parce que centré sur l'homme, bien sûr, dans un premier temps, vous dites ils sont humains, justement. Mais centré sur l'homme, ça voudrait dire qu'il pourrait en aller autrement. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des approches centrées sur les machines. Qu'au fond, il y aurait quelque chose qui serait une autonomie des machines. Or ça, bien sûr, c'est absurde, parce que les machines ne sont jamais que des outils que nous avons fabriqués pour nous. Il n'y a pas de déterminisme de la technologie et il n'y a pas d'autonomie des machines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire en intelligence artificielle des outils qui essayer d'abord de modéliser le raisonnement éthique pour essayer de le représenter, et en particulier qui aborde les conflits de normes. Alors pour ça, il faut des
logique un tout petit peu particulière, parce que, par exemple, vous avez entendu parler, certainement, parce que c'est extrêmement populaire, lorsqu'on parle des voitures autonomes, on vous dit « le problème, c'est que la voiture va se retrouver dans un dilemme. S'il y a 5 personnes qui traversent, donc soit elle écrase les 5 personnes, soit elle va sur le trottoir et elle écrase un innocent. Qu'est-ce qu'il faut choisir ?» Alors bien sûr, les gens se disent 5 contre 1, il vaut mieux choisir, mais dans le second cas, l'autre est innocent. Alors, est-ce que ces choses sont réalistes? Alors, moi, bon, après, on peut se demander d'où viennent ces normes, essayer de les implémenter. On travaille là-dessus, bien sûr. C'est ce qu'on a fait dans un projet financé par l'ANR qui s'appelait Etika, Éthique des agents autonomes. Et pour ça, on peut utiliser tout un tas d'appareils conceptuels, qui sont des appareils conceptuels classiques, avec des grands principes, comme le déontisme ou l'utilitarisme, ou des choses plus récentes, ici, que je vais pas mentionner ici, ou même mais ce qui va m'intéresser, et ce sera un peu la conclusion, vous vous souvenez, j'étais parti de la théorie de Luciano Floridi, la philosophie de l'information. Je vous ai dit, donc, c'est une façon d'appréhender le monde par l'information. Et elle est particulièrement pertinente parce qu'on est dans un monde où l'information joue un rôle de plus en plus important. Et à ce moment-là, on peut se dire, mais est-ce qu'il peut y avoir une éthique qui se fonde sur l'information? Et alors, c'est ce qu'avait introduit Luciano Floridi, et je trouve que c'est extrêmement important. C'est l'idée que dans ce monde hyper connecté, l'information est quelque chose de très précieuse. Et il y a je vous ai parlé au début, lorsque j'ai introduit l'intelligence artificielle, j'ai dit le 4e personnage qui a été à l'origine de l'intelligence artificielle était Claude Shannon. Et Claude Shannon est connu parce qu'il a établi un parallèle entre la thermodynamique et l'information, et il a introduit un concept qui est le concept d'entropie d'information. Alors c'est tout à fait central, l'entropie c'est lié au désordre. Et l'idée c'est que, effectivement, ce qu'il faut, c'est essayer de réduire le désordre de l'information, d'organiser les choses le mieux possible. Et donc, ce que quelqu'un comme Luciano Floridi a introduit, c'est de reprendre ce concept, et pour ça, il a repris d'ailleurs des théories qui venaient d'un autre grand théoricien de l'information, Norbert Wiener, qui voyait le désordre, l'entropie comme le diable. Et effectivement, on peut se dire, une éthique, c'est une éthique qui va conduire à diminuer l'entropie, c'est-à-dire à faire que les informations que nous avons sont les plus claires possibles. Autrement dit, la dissémination de fake news, ça augmente l'entropie, ce serait quelque chose de condamnable, et le bon, c'est une diminution d'entropie. Donc on peut se dire, effectivement, on va fonder l'éthique sur cette notion d'entropie de l'information. Alors, il y a un certain nombre de questions, bien sûr, qui sont... par exemple, Floridi dit, vous voyez, si vous avez une décharge, que quelqu'un s'amuse à casser des voitures, ça augmente l'entropie parce qu'on ne sait plus si c'est un jeu, si c'est une voiture, etc. Ou alors, vous voyez, ici, vous avez des choses, par exemple, la pédopornographie virtuelle. Alors, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est un problème, c'est un peu troublant, d'ailleurs, parce qu'on se dit, bon, ce ne sont pas des vrais enfants. Donc, a priori, il n'y a pas de victimes. Pourtant, bon, ça ne semble quand même pas très... Ou alors, vous avez autre chose. Ici, ce sont ce qu'on appelle robot fight, les combats de robots. Alors, c'est des espèces de décharnements de violence. Bon, là, je n'ai pas le temps de le passer. Mais vous avez ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on doit encourager ce genre de choses? Je ne crois pas. Oui, bon, voilà. Vous avez... Mais on a le sentiment qu'effectivement, alors il n'y a pas de... si on compare avec les combats de gladiateurs, il n'y a pas de mort d'homme. Si on compare avec les combats d'animaux, il n'y a pas de souffrance. Et en même temps, il y a une violence qui fait que ça nous semble tout à fait problématique. Alors, ça veut dire qu'il y a effectivement des limites. Donc on peut dire que l'éthique de l'information s'applique et que là, il y a quelque chose, bien sûr, qui est problématique. Et alors maintenant, je voudrais terminer en disant, supposons qu'on soit dans un monde où on condamne toute augmentation de l'entropie. Alors, à ce moment-là, bien sûr, l'art, qu'est-ce que c'est? Puisqu'on est dans la semaine sur l'imagination, l'art, c'est quoi? C'est quelquefois une augmentation de l'entropie. Par exemple, quand Marcel Duchamp expose un bidet dans une exposition, tout d'un coup, ça trouble. Alors, est-ce qu'il faudrait condamner Marcel Duchamp? Ou alors César, vous vous souvenez de César, il faisait des sculptures, il prenait des voitures, il les compressait. Ça ressemble en plus à ce que condamne Luciano Floridi, où il faisait ça avec des... Alors, je voudrais conclure pour dire,
Vous savez que dans le domaine technique, ce qu'on appelle l'optimisation, il y a toujours un compromis entre deux choses, l'exploration et l'exploitation. Et il faut en général utiliser les connaissances qu'on a à notre disposition, c'est l'exploitation du savoir, mais de temps en temps, il faut explorer des pistes nouvelles. Et justement, quelquefois, il faut, si on veut essayer d'obtenir de bonnes d'optimisation, quelquefois, il faut justement augmenter un tout petit peu l'entropie pour arriver à des solutions nouvelles, et c'est certainement ça la fonction de l'imagination. Voilà, je vais conclure là-dessus pour cette semaine. Merci beaucoup. Merci, monsieur Jean-Gabriel Ganassia, de cette présentation. J'appelle tout de suite les étudiants qui ont prévu de poser des questions. Bonjour, monsieur Ganassia. Tout d'abord, merci d'être aujourd'hui parmi nous et merci pour votre excellente présentation. Alors, de tous les intervenants que nous avons eus, tout le monde a parlé de l'intelligence artificielle, vous bien sûr plus en détail, mais vous êtes sans doute celui avec la vision la plus positive, on va dire, et la plus optimiste de cette intelligence artificielle. Et on ne peut pas nier le fait que beaucoup d'entre nous, on a une certaine appréhension de cette intelligence artificielle en se disant que l'intelligence artificielle, c'est devenu plus qu'un artifice, c'est vraiment quelque chose qui paraît faire tout ce dont l'humain est capable, mais en mieux. Et donc la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle différence voyez-vous encore entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Alors, bien sûr, c'est totalement différent. J'ai essayé de vous montrer que l'objectif qui a été celui des pionniers de l'intelligence artificielle, c'est de mieux comprendre ce qu'était notre esprit avec des machines. Et pour ça, ils décomposent les différentes activités intellectuelles en fonctions élémentaires. Et ensuite, on peut simuler chacune de ces fonctions cognitives. Mais vous voyez que c'est une décomposition. Décomposition qui ensuite va pouvoir être mise à profit dans un certain nombre d'applications pratiques. Par exemple, si vous faites de la reconnaissance des visages, c'est un aspect de nos facultés cognitives. De même, si vous faites de la compréhension du langage naturel, d'abord, est-ce que c'est de la vraie compréhension? C'est une question. La compréhension du langage naturel, en termes techniques, c'est la traduction d'un texte dans un formalisme logique qui va permettre ensuite de poser un certain nombre de questions. Donc ça, donc là encore, on est capable de le faire avec un certain nombre de limites. Mais ce qui est important, c'est de bien voir que c'est une décomposition avec des fonctions élémentaires qui sont simulées. Or que notre intelligence, elle est globale. Elle va tout appréhender ensemble. Donc on est extrêmement loin et le but n'est pas de faire un double de nous-mêmes. Le but, c'est d'exploiter ces différentes fonctionnalités qu'on est capable de simuler avec l'intelligence artificielle dans un certain nombre d'applications pratiques. Donc il n'y a pas de crainte de ce point de vue-là. En revanche, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le monde avec l'intelligence artificielle se transforme. Et cette transformation, elle, pose un certain nombre de problèmes d'ordre politique qu'il faut essayer de regarder en face pour que la société ne soit pas totalement déstabilisée par les évolutions qui vont venir. Je vous remercie. Alors, juste, j'entends. Il faut que je parle. Allô. Ça va aller, je pense que... J'y vais, oui. Justement, à propos de ces problèmes politiques, si on suit les préceptes de la science éternelle du marxisme-léninisme, en prenant en compte l'intelligence artificielle, qui est une forme de capital, que ce soit les brevets ou les machines qui y sont associées, on passe d'un travail qui est réalisé par des travailleurs à un travail beaucoup plus possédé par des gens qui possèdent les infrastructures productives et qui peut risquer de mener à une inégalité totale entre les possédants et ceux qui ne posséderaient pas au-delà des compétences, la possession, autant de titres de propriété. Comment pensez-vous qu'on pourrait échapper à cette société dystopique d'inégalité absolue? Alors, excellente question, parce que il faut bien comprendre que le web, au moment où il a été fait, a été conçu par des gens qui, pour beaucoup, avaient été marqués par 68. Et c'était un mélange de libertaires et de libéraux. C'est-à-dire de gens qui voulaient tout gratuit
Et puis de gens qui, au contraire, pensaient que on allait pouvoir exploiter cette nouvelle ressource qui était créée par le web. Mais on ne savait pas très bien où on allait. Et on ne sait pas très bien toujours où on va, hein, quand on regarde l'histoire. Donc il y a ce mélange extrêmement compliqué. Alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est très compliqué parce que si on essaye de reprendre les schémas marxistes, on se rend compte que la notion de capital se formule dans des termes totalement différents. Hein, parce que l'idée de Marx, c'est que pour produire, il fallait disposer d'infrastructures. Et ces infrastructures, ça demandait un investissement et l'ouvrier n'était pas capable de le fournir. Donc le capitaliste était celui qui lui permettait de travailler, mais qui en même temps l'exploitait en sens où il ne lui rendait qu'une partie de son travail. Aujourd'hui, on est dans un monde totalement différent. Alors c'est un monde peut-être à certains égards beaucoup plus inégalitaire, puisqu'on n'est plus capable de savoir quelle est la valeur du travail. Et bien sûr, il y a des personnes qui sont capables de maîtriser ces automates et qui ont des métiers qui sont extrêmement rentables, et puis il y a d'autres personnes qui ont de moins en moins de possibilités de le faire. Donc je crois effectivement qu'on rentre dans une société qui est très inégalitaire. Je pense qu'il faut s'en alarmer parce que sinon on risque d'avoir des déstabilisations majeures. Et je crois qu'on l'a vu il y a un an avec les Gilets jaunes. Je pense qu'ils étaient l'expression de ce genre de choses. Peut-être pour bien que vous compreniez. Il y a 1 an et demi, j'étais aux États-Unis, à New York University, et il y avait une conférence sur le futur de l'intelligence artificielle. Il y avait une table ronde d'économistes. Et là, ils se pavanaient, ils disaient « Ouais, avec les technologies, le salaire moyen a augmenté ». Alors moi, j'étais un peu soufflé parce qu'on ne disait pas du tout ça en Europe à l'époque. C'était juste avant l'élection de Trump. Et à la pause, je déjeune avec quelqu'un qui était un mathématicien, mais qui était en même temps le représentant de la Sun Foundation, qui finançait les choses. Et je lui ai dit, on a sympathisé, puis je lui ai dit, mais écoutez, moi je ne comprends pas, parce que nous, en Europe, on dit que on passe aux États-Unis d'une société en losange, vous aviez une petite classe riche, une petite classe pauvre et une grosse classe moyenne, à une société en sablier, où la classe moyenne disparaît, vous avez une grosse classe pauvre et une grosse classe riche qui est faite d'ingénieurs. Et il m'a dit effectivement, et c'est bien ça le danger, c'est qu'on le voit bien aujourd'hui, il y a une division extrêmement forte dans la société entre ceux qu'on appelle les gagnants de la mondialisation, c'est-à-dire ceux qui sont capables de s'insérer dans ce monde-là, et puis des gens qui ont le sentiment effectivement d'être totalement à côté. Et c'est bien sûr, je crois, les grands enjeux, c'est pour ça que quand je dis il y a des enjeux politiques, c'est directement lié à cette transformation économique. Mais je ne suis pas certain que les schémas marxistes s'appliquent aussi simplement que cela, parce que je crois qu'ils sont d'un autre ordre, parce que la notion de capital, justement, n'a plus tout à fait le même sens. Vous regardez les gens qui ont fait ces grands GAFAM, ils sont partis sans capital ou presque. Alors, bien sûr qu'il y a une mythologie, bien sûr, derrière, il y avait tout l'appareil américain, mais ce n'est pas le capital lui-même qui importe, c'est autre chose, et c'est lié à tout un tissu socio-économique. Et juste pour terminer, je pense que l'Europe se trouve dans une situation extrêmement difficile parce qu'on a affaire à des grands acteurs de l'Internet soutenus par les États-Unis qui font du dumping, et je pense que l'Europe a du mal à mettre en place des grands acteurs équivalents qui permettraient de faire profiter et exploiter ce nouveau continent qui est celui du numérique. Merci. En ce qui me concerne, j'ai une question un peu plus d'ordre existentiel, disons, puisque vous parliez de l'intelligence artificielle comme fondatrice d'une nouvelle condition humaine et même d'une nouvelle forme de réalité. Et cela m'a fait penser à une étude publiée par Nick Bostrom, qui est un universitaire suédois, philosophe. Et en 2003, il avait calculé la probabilité que nous vivions dans une simulation informatique. Et cette probabilité est de 20%, ce qui est quand même non négligeable. Et c'est une idée qui a fait son chemin jusqu'à récemment Elon Musk, par exemple, qui déclarait sa certitude de vivre dans ce genre de simulation. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse assez vertigineuse ? Alors, c'est une hypothèse très ancienne, parce qu'elle ne remonte pas à 2003, mais on peut dire qu'elle remonte à 1643 peut-être, avec Descartes, qui nous dit que nous pourrions être l'objet des manipulations d'un malin génie. C'est exactement la même idée. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lorsque on a parlé avec un ami philosophe, et j'ai trouvé juste après un article dans le New York Times d'un autre philosophe qui disait « Oui, c'est une très vieille idée ». Alors, derrière ça,
il y a chez un certain nombre de gens qui se prétendent philosophes tout un tas de théories qui expliquent que la machine va devenir si puissante que bientôt elle va pouvoir nous dépasser. C'est ce qu'on appelle, entre autres, la singularité technologique. La singularité, c'est que c'est au sens mathématique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une singularité. C'est un point de rupture dans une fonction. Par exemple, quand vous avez la fonction au voisinage de 0, juste avant, c'est moins l'infini, après, c'est plus l'infini, et au 0, c'est une singularité. Il y a beaucoup de singularités. Il y a un mathématicien français dans les années 70 qui a développé une théorie des singularités. C'est la théorie des catastrophes, René Thom. Et donc ces différentes personnes reprennent des théories qui viennent d'un mathématicien juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand il a observé les progrès des machines à calculer. Il s'appelait Irving John Good. Il voyait que ces progrès étaient exponentiels. Pourquoi ? Parce qu'on intégrait de plus en plus de composants. Et donc il s'est dit, mais si c'est exponentiel, c'est un mathématicien, ça double à intervalles réguliers. L'exponentiel, au début, c'est très lent, et puis ensuite, ça devient vertigineusement rapide. Et ils se sont dit, si les machines sont de plus en plus rapides, à un moment donné, elles vont être beaucoup, beaucoup plus rapides que nous. Puis ils ont sauté le pas, ils se sont dit, mais si elles sont plus rapides que nous, elles vont être plus intelligentes que nous. Et si elles sont plus intelligentes que nous, elles vont nous dépasser. Et donc, à ce moment-là, nous allons être les jouets des machines. Donc, soit nous allons être réduits à une forme d'esclavage, soit nous allons disparaître, soit, et c'est, on vous a évoqué le titre du petit roman que j'ai écrit, ce matin, maman a été téléchargée, soit effectivement, on va télécharger notre esprit sur les machines. Alors tout ça, j'ai essayé, dans le livre qu'on vous a évoqué tout à l'heure, Le mythe de la singularité, de montrer que, du point de vue scientifique, ça n'était pas fondé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément aujourd'hui qui permet de justifier ces théories-là. Alors à ce moment-là, bien sûr, la question qui se pose, c'est pourquoi autant de gens, et en particulier autant de gens renommés, autant d'hommes d'affaires, nous expliquent que ça va advenir. Et moi, je pense qu'il y a une stratégie, on est dans une société de l'information, il y a une stratégie de brouillage. C'est-à-dire que ce qu'essayent de faire des gens comme Elon Musk, par exemple, c'est de nous faire très peur pour nous masquer la réalité de ce qu'il est en train de faire. Alors, tout ça est compliqué. Vous voyez, par exemple, Elon Musk a monté une société qu'il appelle Neuralink. Vous avez entendu parler de Neuralink ? C'est très intéressant parce qu'il nous dit, nous allons aujourd'hui essayer de rivaliser avec les machines. Parce que la justification, c'est que l'intelligence artificielle va nous dépasser et donc il faut être capable de développer notre propre intelligence. Et pour ça, il dit la technologie va lutter contre la technologie. On va ajouter un processeur à l'intérieur de notre tête qui va ajouter des capacités mémoire. Or, ça, du point de vue technique, on sait que c'est extrêmement... que ça n'a pas de réalité, pour de multiples raisons. Je ne vais pas insister là-dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si jamais ça advenait, qu'est-ce qui se produirait ? Ça voudrait dire que M. Elon Musk serait en passe de nous mettre ce qu'il veut dans nos têtes. Donc ce serait un cauchemar terrible. Donc ce serait un cauchemar bien pire que ce qu'il essaye de changer. Mais maintenant, revenons sur le projet de Neuralink. Il y a 2 étapes dans Neuralink. La première, c'est développer les implants cérébraux et en particulier la stimulation électrique profonde. Et le deuxième, c'est cette utopie absurde de rajouter des mémoires à nos cerveaux. Mais pendant qu'il nous explique qu'il va rajouter des mémoires à nos cerveaux, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de développer des technologies qui profitent d'ailleurs en partie de choses développées en France, en particulier ce qu'on appelle la stimulation électrique profonde. Et donc ce sont des stratégies pour brouiller un tout petit peu ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ils sont effectivement en train de lancer des technologies. Par exemple, un autre exemple, toujours sur Elon Musk, ce n'est plus de l'ordre de l'intelligence artificielle, mais il nous dit on va envoyer un homme sur Mars. Est-ce que c'est très intéressant d'envoyer un homme sur Mars ? Non, c'est de la science-fiction. Mais qu'est-ce qu'il fait ? En même temps, il est en train de mettre en place des serveurs qui sont pas des serveurs, des navettes spatiales réutilisables qui, elles, vont pouvoir éventuellement damer le pion à Ariane Espace. Donc vous voyez qu'il y a des stratégies industrielles qui sont masquées
par ces grandes peurs ou ces grands défis qui sont lancés. Et je pense que c'est important que vous, vous ayez une idée claire de ce genre de choses, que vous soyez capable de dissocier ce qui relève simplement de l'écran de fumée de ce qui est la réalité qui est derrière. Nous sommes dans une société de l'information, il faut le savoir, et bien sûr le brouillage d'information est une stratégie de pouvoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ganassia. Merci aux étudiants d'être venus. Merci infiniment.